Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la synthèse de la menthone. Alors, la menthone est une molécule présente dans l'huile essentielle de menthe. Elle peut également être synthétisée pour l'industrie agroalimentaire et la cosmétique. Pour réaliser cette synthèse, on a un protocole simplifié où on mélange 25 g de menthol et 100 ml de solution d'ion permanganate à la concentration de 0,2 mol par litre contenant des ions H3O+ en excès. On chauffe à reflux pendant 15 minutes, on obtient 8 g de menthone et l'équation de la réaction supposée totale est donnée ici. Première question, on demande de schématiser et légender le montage à reflux. C'est le fameux montage avec un réfrigérant à boules qui est donné ici et légendé ici. Deuxième question, on nous demande d'établir le réactif en excès. Pour ce faire, on va en réalité préparer la première ligne d'un tableau d'avancement. Donc pour simplifier un peu les équations, cette espèce je vais la noter A, celle-là B, celle-là C, celle-là D, E et F. Si je recopie l'équation de réaction, la transformation chimique, ça nous fait donc 2A plus 5B plus 6C qui donne 2D plus 5E plus 14F, c'est tout simplement pour que ce soit plus pratique à écrire. Ce qui va nous intéresser, c'est évidemment de découvrir l'état initial, donc la quantité de matière de A, qui est le permanganate, et la quantité de matière de B. D'après l'énoncé, H3O+ est en excès, donc ici, cette espèce sera toujours en excès. À l'état initial, évidemment, il n'y a pas de produit. À un état final, on aura Na moins 2X max, puisque la réaction est totale, c'est noté ici. Ici, on aura NB moins 5X max, toujours en excès. L'espèce, bien entendu, qui va nous intéresser, donc là on aura 2X max, et celle qui nous intéressera, ce sera la menthone, donc 5X max. Et ici 14X max. Mais pour l'instant, dans un premier temps dans cet exercice, on va s'intéresser à la quantité de matière initiale de A et de B. Donc calculons Na. Na, c'est le permanganate. Le permanganate, on a la concentration et le volume. Donc c'est C fois V. La concentration, elle vaut 0,20 fois 100 ml. Donc 100 fois 10-3. Ce qui nous permet donc de faire donc ce petit calcul. Ça nous fait 2,10-2 mol. Et la quantité de matière de l'espèce B qui est le menthol, on a la masse. On a la masse molaire pour le menthol qui vaut 156, donc la masse étant de 23 grammes et la quantité de matière de 156, on fait le rapport et on trouve 0,15 mol. Pour trouver le réactif en excès ou le réactif limitant, on résout ces deux équations égales à 0 et on garde la solution qui permet de trouver le X max le plus petit. Ce qui revient à trouver pour la première X max égale Na sur 2. Na c'est 0,02 sur 2, donc 0,01 mol. Et la deuxième, elle conduit à X max égale Nb sur 5. 5 étant bien entendu ce coefficient stoichiométrique. Donc 0,15 divisé par 5, ce qui nous fait donc 0,03. La quantité de matière la plus grande correspond au réactif en excès, ou la plus petite à celui qui est limitant en défaut. Donc ici, on voit que le réactif, puisque la question était le réactif en excès, c'est celui qui correspond à cette équation, donc c'est l'espèce B, et l'espèce B, c'est le menthol. Donc le menthol est en excès. Ce qui signifie donc que le permanganate est le réactif limitant. Autre façon de le dire. Il manque un H ici, voilà.
Ensuite, question 2A. Indiquer l'état physique de la menthol à 20 degrés à pression atmosphérique. Eh bien, à 20 degrés, le menthol est à l'état liquide. Alors, pourquoi à l'état liquide? Eh bien, parce qu'on voit que 20 degrés, c'est compris entre la température de fusion et la température d'ébullition. Si on regarde la température d'ébullition, donc le menthol devient gaz au-dessus de 212 degrés et devient solide en dessous de 41. Donc si on fait un axe finalement solide, liquide, gaz, on peut ici placer 41 degrés, ici 212, et on voit que donc si on est à 20 degrés, pardon, c'est le menthol, j'ai un peu inversé la ligne, puisque la question parle de la menthol et la menthol n'est pas le menthol, donc c'est pas 41, pardon, c'est moins 6,5 et 209. Autant pour moi, et donc si on est à 20 degrés, on est bien à l'état liquide. J'avais mal lu les lignes, c'est bien celle-ci qu'il faut s'intéresser, puisqu'on s'intéresse au menthol et non pas au menthol. Attention à la lecture de l'énoncé. Voilà, voilà. Donc on voit bien qu'à 20 degrés, on est à l'état liquide. Ensuite, question B. Proposer une technique pour extraire la menthol. Et bien pour extraire la menthol, on peut faire une extraction liquide-liquide. Donc une extraction par ajout de solvant. C'est ce qu'on appelle aussi donc une extraction liquide-liquide. Hein. On a une espèce liquide, c'est bien le cas pour la menthol, et on rajoute un solvant liquide. Alors quelles doivent être les propriétés donc, de ce solvant? Eh bien on choisit un solvant dans lequel le menthol n'est pas soluble. Donc menthol insoluble dans le solvant choisi. En revanche, la menthone est soluble dans ce solvant. Même très soluble dans ce solvant. Et évidemment, non miscible avec l'eau. Hein. Le solvant est non miscible avec l'eau. Ce qui nous permettra de les séparer. Donc, il existe plusieurs solvants qui répondent à ça. Hein. On obtiendra donc deux phases, une phase aqueuse et une phase organique qui contiendra la menthone qui est entièrement dissoute dans le solvant extracteur. Et donc on pourra, via une ampoule à décanter, les séparer. Évidemment, pour le choix du solvant, il faut aussi prendre en compte son coût et sa toxicité, puisque si on a le choix entre plusieurs solvants, autant prendre le moins cher et le moins toxique. Donc voilà une technique qui nous permet d'extraire la menthone. Ensuite, analyse du produit obtenu par CCM. CCM, c'est une chromatographie sur couche mince, donc on a la représentation de la plaque ici. Donc dépôt A, c'est le menthol, dépôt B, c'est la menthone de référence, et dépôt C, c'est le produit obtenu. Alors que peut-on dire sur la pureté? Eh bien, on voit que notre produit s'est décomposé en deux tâches, donc ce n'est pas une espèce pure, hein. Donc on a une espèce impure. Produit obtenu et impur, hein, parce qu'il y a deux tâches. Pour qu'il soit pur, il faudrait qu'on en ait une seule. Donc bien évidemment, on peut même identifier l'impureté, puisque l'impureté, clairement, c'est de la menthol. Donc l'impureté, alors est-ce que c'est demandé? Non. L'impureté, c'est l'espèce menthol. On a bien fabriqué la menthone, puisqu'on a bien une tâche à ce niveau-là, mais il y a encore un reste de réactif en réalité. Quelle masse de menthone peut-on espérer au maximum? Eh bien là, il faut simplement s'intéresser au tableau d'avancement. On voit qu'on va former 5 Xmax de menthone. Xmax, on sait qu'il vaut 0,1 puisque c'était lui le réactif limitant. Donc
la quantité de matière, menthone c'est l'espèce E, formez vos 5x max, c'est-à-dire 5 fois 0,01, c'est-à-dire 0,05 mol. On en déduit la masse de menthol. Eh bien, la masse de menthol, c'est la quantité de matière que multiplie la masse molaire. Donc 0,05 multiplié par la masse molaire de la menthone, qui vaut ici 154. Et on a directement la masse donc, de menthone, qui est l'espèce E, qu'on a fabriquée, on trouve 7,7 grammes. Donc voilà, au maximum, ce qu'on pourrait fabriquer théoriquement en menthone avec cette réaction, 7,7 grammes. Comparer cette masse théorique avec la masse obtenue expérimentalement, il faut trouver dans l'énoncé la masse obtenue expérimentalement, et on voit que la masse obtenue est supérieure à la masse maximale espérée, ce qui montre bien que le produit est impur, puisqu'on a ici récupéré 8 grammes de menthone. Or, comme on en a théoriquement, on ne peut pas en faire 8, on peut aller jusqu'à 7,7 maximum, ça prouve bien qu'il y a une impureté dedans, qui rajoute de la masse. L'impureté étant un reste de réactif, le menthol, d'après la CCM. Donc question C, on va libérer un petit peu de place. Donc c'est la question. Donc la masse théorique est de 7,7 grammes. La masse expérimentale est de 8 grammes, d'après l'énoncé, ça ne s'invente pas, c'est bien écrit ici. Conclusion, il y a des impuretés qui rajoutent de la masse. Ensuite, question D. Est-il judicieux de calculer le rendement? Eh bien ici, il n'est pas judicieux de calculer le rendement parce que le produit n'est pas pur. Or, si on calculait le rendement, on ferait la masse expérimentale divisée par la masse théorique et on aurait un rendement supérieur à 100%, ce qui n'a aucun sens. Donc ici, le rendement n'a aucun sens. Dans ce cas-là, parce qu'on a une espèce impure. Or, pour calculer le rendement, évidemment, on va le calculer uniquement avec des espèces pures. Question 4. On analyse le produit obtenu par spectroscopie infrarouge. Des bandes d'absorption apparaissent. À quel groupe caractéristique ces bandes correspondent-elles si le produit est impur et le produit est pur? Eh bien, les suffixes des noms laissent penser que le menthol a une fonction alcool et la menthone une fonction cétone, puisque menthol, ça finit par ol, menthone, ça finit par on, donc il y a forcément une fonction alcool pour le premier et une fonction cétone pour l'autre. Donc en spectroscopie infrarouge, si le produit est impur, eh bien on aura un pic qui est large, qui correspond au groupe hydroxyle au menthone, et au contraire, un pic carbonyle pour la menthone. Donc, question 4A. Donc, si impur, donc si on a un produit impur, on a un pic hydroxyle, c'est-à-dire qui contient le groupe OH pour le menthol, et puis un carbonyle pour le menthone. Donc un pic carbonyle autour de 1700. Pour la menthone. Alcool, cétone. Donc on va avoir ces deux, c'est vraiment ces deux parties. Si par contre le produit est pur, eh bien, il n'apparaît plus la grande bande large d'absorption du groupe hydroxyle. Donc, si on a un produit impur, on a les deux pics. Si par contre le produit est pur, eh bien, on n'aura que ce pic-là. Donc,
seul le pic carbonyle demeure. Bien évidemment, on n'aura plus de OH puisqu'il n'y a plus de menthone, et donc on n'aura plus ce pic-là. Donc tout dépend si l'espèce est pure ou impure. Donc en spectroscopie infrarouge, ça nous permet de l'analyser. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.